Bonjour à tous. Alors, hop, 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 ça mouline. Alors, est-ce que je suis en direct là? Oui, a priori. Bonjour à tous. Alors, je suis pas habituée à faire des lives. Donc là, c'est une première. Bonjour les libres, bonjour à tous. J'espère que vous passez un bel été. Peut-être avez-vous repris le boulot aujourd'hui ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé à partir de la rentrée, donc à partir même d'aujourd'hui, de vous parler chaque semaine d'un sujet divers et varié. Donc n'hésitez pas à me rejoindre donc sur ce groupe chaque lundi à midi. Donc là, c'est une première. Donc j'étais en train de chercher au niveau technique comment ça fonctionnait. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager des expériences et vous amener à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut analyser une situation et en tirer les enseignements qui vont bien. Donc, parce que bien souvent, je vous ai mis un post qui parle du sujet, c'est au moment où il y a le trop-plein qu'on va avoir les changements positifs, au moment où on va dire, bah ça y est, j'en ai ras-le-bol cette fois, c'est bon. Et c'est là qu'interviennent les changements les plus positifs. Donc là, déjà, je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas, si quelqu'un peut me mettre un petit commentaire pour savoir si tout se passe bien. Alors, si vous n'êtes pas disponible le midi, bah, sachez que la vidéo sera enregistrée, donc vous pourrez toujours y revenir. Et j'ai déjà envie de vous poser une question. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'avoir envie d'abandonner alors que vous étiez vraiment à ça de l'objectif? Moi, personnellement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais c'est à retardement qu'on comprend l'importance de continuer malgré tout, pas à pas, même si on a l'impression, ah bonjour Chumine, même si on a l'impression que on n'avance pas, que tout stagne, etc. Donc là, je vais vous partager un événement que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Et vous allez voir qu'en analysant la situation, ça m'a ramené sur d'autres choses et c'est ça que je voudrais vous partager. N'hésitez pas à prendre des notes sur ce que je vais vous dire parce que vous allez voir que ça va avoir son importance. Déjà, en mars, vous savez, pour la plupart, puisque je vous ai partagé nos aventures avec Emma sur le chemin de Compostelle, et à un moment, donc la première journée, ça a été la chaussure qui s'est désemelée au bout de 3 km de marche. Donc ça, c'était la première étape. Qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer? Mais bon, ça, je l'analyserai dans une autre vidéo. Et je voudrais vous partager le deuxième jour ou le troisième jour où on s'est perdu dans la forêt. Donc, on a démarré notre étape d'Auge-les-Bains dans les Pyrénées. Et le matin, on a marché à peu près, donc on est parti le matin d'Augeux, on a marché à peu près 14 km dans la forêt avant de s'apercevoir qu'on a dû louper le coche, hein, ça c'est clair, avant de nous apercevoir eh ben, qu'on était en train de tourner en rond dans cette même forêt. Donc on montait, on descendait, on montait, on descendait, on a fait que ça en fait. On est passé dans des sentiers hyper étroits, on est passé dans des chemins pas possibles. Et on n'avait qu'un objectif à ce moment-là, c'était de suivre les indications du guide, qui était de longer le gave de Pau. Sauf que le gave, à un moment donné, on l'a paumé. À un moment donné, on l'a retrouvé, donc on s'est dit c'est bon, il suffit de continuer et on va bien retrouver notre chemin et le pont qui va nous permettre d'aller à Oloron. Donc on était focalisé vraiment sur longer le gave et on a tourné comme ça pendant 4 heures de rang, 4-5 heures même, on a tourné en rond dans cette forêt où on voyait pas le but. Et au bout d'un moment, j'ai piqué ma crise, Groseille elle s'est emballée, elle a paniqué. Et je voyais devant moi une nouvelle montée. Je dis, oh, mais c'est bon, quoi. Il y en a ras-le-bol. Il y a la montée, c'est bon. On a fait que ça. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Heureusement, il faisait un ton assez clément. Et là, j'ai dit, Groseille, elle a dit non, c'est stop. Et à ce moment-là, j'ai regardé mon ami et je lui dis, écoute, là, c'est bon, je vais appeler les flics. Elle me dit, mais pourquoi tu vas appeler les flics? On est paumé, d'accord, mais t'inquiète pas, on va trouver le chemin. Non, Groseille, elle voulait rien entendre, elle est partie en panique. Et j'ai dit, ok, tu veux pas que j'appelle les flics, j'appelle les pompiers, je fais le 18. Et là, je n'ai même pas attendu qu'elle me réponde ou quoi que ce soit, parce que moi, c'est un peu comme ça.
Et à partir de là, le pompier, super gentil, hein, il me dit, il a réussi à nous géolocaliser très rapidement, alors que nous, sur nos applications, on voyait des arbres, un point bleu au milieu des arbres, et on ne pouvait pas aller plus loin. Donc là, Groseille, elle s'est mise en mode panique. Et le pompier, il me dit, bah, en face de vous, vous avez une côte. J'ai dit, oui, on a une côte, mais il est hors de question que je monte une côte de plus. On fait que ça depuis 5 heures, c'est bon. Et là, Groseille, elle commence à s'emballer, à s'emballer. Le pauvre, il en a pris plein les oreilles pour pas un rond. Je m'excuse auprès de lui, hein, monsieur, pardon. Et il me dit, écoutez-moi, madame, arrêtez de paniquer. Je vous garantis, vous êtes à 100 mètres de sortir de la forêt. Ah, bon, ça commence, Groseille, elle commence à s'apaiser en entendant ça. Et je précise que j'avais une sensation d'enfermement, d'étouffement au milieu de cette forêt. Pourtant, j'adore la forêt, j'aime bien aller m'y balader. Mais là, je sais pas, elle a pété un câble. Et il me dit, vous montez 100 mètres et vous allez voir, vous allez sortir de la forêt, vous allez voir un petit chemin qui va vous ramener, qui est à côté d'une prairie. Vous longez cette prairie et vous allez vous retrouver à Augelet-les-Bains. Et là, Groseille de nouveau, elle démarre au quart de tour. Quoi? Au jeu? Mais non, on est parti d'au jeu ce matin, on va à Oloron. Il est hors de question qu'on revienne à au jeu. Non, 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 non. Et là, de nouveau, elle s'est emballée, et il me dit, c'est la seule solution que je vois pour vous. Vous êtes garé au jeu. Non, non, monsieur, on est à pied. On fait le chemin de Compostelle, on est à pied. Ah oui, mais là, vous n'êtes pas du tout sur le chemin. Oui, ok, j'ai compris. Mais c'était un dialogue de sourds au bout d'un moment. Il voulait à tout prix qu'on récupère notre voiture qu'on avait pour lui garer à au jeu. Et en fait, c'était pas du tout ça. Je l'écoutais pas. Lui, il m'écoutait pas non plus sur ce plan-là. Et ça devenait un dialogue de sourds. Bon, je raccroche, je le remercie quand même, et nous voilà partis, on monte la côte, et effectivement, 100 mètres plus loin, comme il nous l'avait dit, on trouve un petit chemin de pierre qui est là bien plat, et on longe une prairie, et là, au miracle, qu'est-ce qu'on voit? On voit une camionnette avec 5 gars, 5 employés municipaux de l'ONF, donc qui étaient en train d'entretenir justement les chemins de forêt. Donc ça a été nos sauveurs. Donc quand ils nous ont vus dans un état de fatigue avancée et puis un peu énervé, avec le chien qu'on pouvait plus, ils ont eu pitié de nous et puis ils nous ont raccompagnés, ils nous ont amenés jusque dans les hauteurs d'Oloron pour pouvoir continuer notre chemin. Et là j'ai pu acheter aussi une nouvelle paire de chaussures parce que là les chaussures c'était encore épique aussi. Alors je vous passe tous les détails, hein, je vous en ai partagé un certain nombre, mais là c'est assez intéressant. Et donc, du coup, on a eu nos sauveurs, on a eu tout ça, donc tout ça, ça c'est super bien placé. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que, pour revenir au sujet de notre du jour, qui est comment analyser une situation et en tirer l'enseignement. A posteriori, j'ai pu analyser cette situation et comprendre pourquoi Groseille, donc mon ego mental, s'est emballé. Pourquoi est-ce qu'il s'est emballé à ce moment-là, alors qu'on était hyper près du but? On était à 100 mètres de sortir de la forêt, alors que ça faisait des heures qu'on tournait, qu'on montait, qu'on descendait, etc. Bah, parce que bien souvent, on a tendance à abandonner quand on est près du but. Bien souvent, on va trimer pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. On va faire plein de choses et au bout d'un moment, on va être en mode découragement en disant ouais, de toute façon, ça sert à rien, j'avance pas, je progresse pas, etc., etc. Alors que là, il restait 100 mètres pour sortir de cette forêt et Groseille, juste près du but, elle s'est vraiment prise de panique. Donc tout ça pour vous amener là. Et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin dans cette expérience. Parce que j'ai ressenti, je vous l'ai un peu dit, des sensations vraiment d'oppression, d'étouffement au milieu de cette forêt. J'avais l'impression que les arbres, ils m'envahissaient, ils m'envahissaient, ils m'envahissaient. Et j'avais plus de place pour respirer parce que Groseille, elle était en panique. Et elle m'a ramené à cette sensation d'étouffement, d'oppression, de manque de respiration que j'avais vécu à plusieurs reprises dans ma vie. Et quand de nouveau rentré à la maison, j'ai pu analyser tout ça, et ben ça m'a ramené à pas mal de choses. Et là, alors je ne l'ai pas pris, bougez pas, je vais le récupérer. Hop. Il y a quelque temps, je m'étais procuré cet oracle. Alors j'ai aucune action chez elle.
Mais par contre, vous allez comprendre le lien très rapidement. Avant de partir, une semaine avant, je m'étais fait un tirage avec cet oracle, l'oracle des mémoires familiales. Et dans cet oracle, j'avais tiré une carte qui était sur l'enfermement. Le principe, c'est qu'on va tirer 3 cartes. Une carte bleue qui va correspondre à la mémoire ou à la blessure. Et là, la carte que j'avais tirée, c'était l'enfermement. Commencez à voir le lien avec la forêt. La deuxième carte que j'avais tirée, qui était de couleur rose, elle indiquait la personne concernée dans la généalogie qui portait cette mémoire, c'était ma grand-mère paternelle. Alors si vous connaissez mon histoire, je connaissais déjà pas mon père, alors ma grand-mère paternelle encore moins. Donc elle, apparemment, elle avait un problème d'enfermement et un problème, voilà, elle n'a pas su gérer une situation d'enfermement. Donc, avec le transgénérationnel, je m'étais récupéré cette blessure d'enfermement qui est revenue à plusieurs reprises dans ma vie. Je vais vous en parler. Et la carte de libération, c'était l'aide supérieure, la troisième carte. Donc la première carte, l'enfermement. La deuxième carte, donc la personne à qui ça appartenait dans ma généalogie, qui était ma grand-mère paternelle. Et là, les cartes de libération, c'était l'aide supérieure. Donc ça veut dire que c'était un peu complexe. Donc il y avait tout un rituel à faire au moment de la pleine lune et au moment de la nouvelle lune. Quand on est parti sur le chemin de Compostelle, évidemment, on est parti la veille de la pleine lune. On n'a pas fait exprès, ça s'est positionné comme ça. Et l'objectif, c'était de faire une lettre libératrice par rapport à cette mémoire ou cette blessure qui était ressortie. Dans mon cas, c'était la blessure d'enfermement. Sachant que la veille, donc le jour de la pleine lune, le jour de la pleine lune, c'était le mardi, et on s'est perdu dans la forêt le mercredi, donc le lendemain. Et la veille, j'avais fait ma lettre libération que j'avais brûlée dans un endroit adapté, en pleine nature, mais dans un endroit sécurisé aussi où ça risquait pas évidemment de mettre le feu, forcément. Mais comme c'était humide, ça risquait rien. Donc j'ai fait cette lettre de libération. Le mardi et le mercredi, on se paume dans la forêt. Donc je ne sais pas si vous faites le lien, mais moi je l'ai fait. Sachant que le lundi, on s'était retrouvés aussi dans des passages un peu étroits et j'ai eu cette même impression d'étouffement, d'oppression, d'enfermement entre deux montagnes. Parce que là, on était vraiment dans les montagnes et il y avait une montagne à droite, une montagne à gauche. Il faisait pas très beau, le ciel commençait à s'assombrir et j'ai eu cette même sensation d'oppression, d'enfermement. Donc là, ça faisait 2 fois quand même, c'est revenu. Et quand je l'ai analysé de retour à la maison, ça a été assez intense. Je me suis remémoré des situations dans lesquelles j'ai eu cette même sensation d'enfermement. Et qu'est-ce qui est remonté à la surface? C'est jusqu'à l'âge de 3 ans. Ma grand-mère m'avait élevée, sauf que avec ses croyances, avec sa façon de vivre, il était inconcevable pour elle que les gens, parce qu'elle avait énormément peur du qu'en dira-t-on, de la peur du jugement des autres, d'accepter que les voisins sachent qu'elle avait un enfant illégitime à l'intérieur de son domicile. Conclusion, pendant 3 ans, elle ne m'a pas sortie. Pendant 3 ans, je vivais enfermée dans la maison. Alors attention, hein, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Hein, j'avais de quoi dormir, de quoi m'habiller, de quoi manger, etc. Bon, il n'y avait pas le côté affectif, mais bon. Salut Delphine. Et donc le fait de revivre ça, eh ben, c'était ma première étape d'enfermement qui m'a ramené là de 0 à 3 ans. Mais je n'avais pas fait le lien, hein. Croyez bien que j'ai été loin de faire le lien avec cette histoire de forêt ou d'oppression dans la montagne. Ensuite, pendant 7 ans, donc de 0 à 3 ans, ma grand-mère m'avait enfermée chez elle, jusqu'au moment où ma mère, a priori, a dû comprendre qu'il se passait un truc qui n'était pas très catholique avec sa mère, et elle a décidé de me confier dans une famille d'accueil par l'intermédiaire d'une de ses amies qui était assistante sociale. Et là, à nouveau, j'ai vécu des situations d'enfermement puisque je suis restée dans cette famille pendant 7 ans. Donc c'est là où j'ai découvert, et j'ai eu des flashs, c'est là où j'ai découvert que les cailloux, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des cailloux et j'ai mangé les cailloux. Ça paraît complètement débile quand on dit ça, mais en même temps, par rapport à ce que j'avais vécu, c'était normal.
Et donc, dans cette famille-là, il y avait, je me sentais pas forcément bien non plus, parce que j'étais un énième enfant qui était confié à la famille d'accueil. L'enfant, le vrai fils de la famille, lui, était jaloux des autres enfants qui attiraient l'attention de sa mère, particulièrement, qui était assistante maternelle. Et comme j'avais, vous l'avez compris, la blessure de Roger, la blessure d'abandon qui était et ben à ce moment-là, je faisais pipi au lit jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais ça, c'était lié à mon manque affectif, aux blessures liées à mes parents. Et à partir de là, quand ça se produisait, eh ben, j'étais cantonnée sur un lit de camp avec juste un drap pour me couvrir dans le garage. Et dans ce garage, j'ai des souvenirs de cauchemars en fait. Parce que le garage était noir. Ça sentait l'essence parce que le père de famille rangeait son Solex dans ce garage, donc ça puait l'essence. J'entendais des bruits bizarres, probablement qu'il y avait des rats ou je ne sais quoi dans ce garage, mais je passais des nuits blanches. Et la peur du noir a commencé à s'activer à ce moment-là. Et bien entendu, vous l'avez compris, la mémoire d'enfermement qui serait activée à ce moment-là. Donc ça, mais c'est après qu'on peut l'analyser. Sur le moment, on ne comprend pas. On ne comprend pas le lien entre toutes les expériences qu'on peut vivre. Donc, sensation de rejet aussi, de rejet et puis d'enfermement. On te met à l'écart. Hein. Bon, voilà, hein, quand tu pisseras plus au lit, bah, ça sera, tu pourras revenir dormir dans ton lit normal. Plus tard, donc j'ai grandi comme ça. Et plus tard, bon, je suis revenue chez mes grands-parents. Je ne vais pas m'étoffer, détailler tout ça. Mais à 17 ans, je suis montée à Paris et j'ai fait mes études de périculture. Et mon oncle et ma tante, qui habitaient en région parisienne, m'ont placée dans un foyer de jeunes travailleurs pour faire mes études à l'hôpital Saint-Michel. Et je revenais chez eux le week-end. Et avec évidemment de bonnes intentions. Hein. Aujourd'hui, je leur dis merci, même si ça a été compliqué sur le moment. Ils m'avaient aménagé, alors il faut savoir que c'est une famille bourgeoise de Versailles qui vivait dans les appartements, les ex-appartements de la comtesse de je ne sais plus quoi, enfin pardon, mais bon, et il y avait donc 2 étages dans leur appartement, et au dernier étage, donc en dessous le rez-de-chaussée en fait, il y avait une chambre de bonne, et cette chambre de bonne était attenante au garage. Et là on remet le couvert. Et dans cette chambre de bonne, il m'avait aménagé une salle de bain, il y avait tout le confort, hein, mais il y avait ce garage à côté qui était aussi noir. La nuit, j'entendais des bruits. Je me suis encore de nouveau trouvée dans cette situation de rejet et d'enfermement. À nouveau l'enfermement qui est revenu à cette place-là, parce que j'étais enfermée en dessous, en dehors de la famille, puisque la famille était au-dessus. Et moi, j'étais toute seule à côté de ce garage, dans cette chambre qui n'était pas forcément très éclairée. Il y avait ce garage noir à côté, avec ses bruits, etc. Donc, de nouveau, cette sensation d'oppression, cette sensation d'étouffer, cette sensation d'enfermement. Et là, encore une fois, c'est revenu. Une autre situation où j'ai revécu la même chose, c'était avant de rencontrer le père de mes enfants, j'ai connu un homme qui a été un vrai cauchemar pour moi, un pervers narcissique, violent, colérique et démoniaque. Enfin voilà, je vous la fais très courte. Il m'a fait vivre des trucs pas possibles. Et je vivais avec lui dans le 5e arrondissement, donc vers le quartier Saint-Michel. C'est marrant parce qu'il y avait l'hôpital Saint-Michel, il y avait le quartier Saint-Michel aussi. Là, c'était marrant. Là, je fais le lien en même temps que je vous parle. Et dans ce lieu, c'était un studio qui était au fond d'une cour, qui était hyper sombre, avec des petits carreaux dans les fenêtres, dans l'unique fenêtre. Et en plus, dans cette unique fenêtre, il y avait des barreaux. Donc, de nouveau, la situation d'enfermement, et j'ai vécu vraiment l'enfer avec lui. Hein. Encore une sensation d'enfermement. Donc, si je fais le lien entre tout ça, et ben effectivement, qu'est-ce que ça provoquait dans mon corps? Alors bien sûr, à l'époque, j'étais pas du tout dans la même conscience qu'aujourd'hui, et je voyais pas les relations entre toutes ces situations. Aujourd'hui, j'ai pu le faire grâce au fait qu'on s'est paumé dans cette forêt et que c'était au moment de la pleine lune, du mois d'août. Donc c'est assez comique quand même. Hein.
Ma seule alternative dans toutes ces situations, ben, c'était quoi? C'était mon cahier et mon stylo pour écrire tout ce que je pouvais ressentir parce que c'était mon exutoire. Vous savez que l'écriture fait pour moi partie de ma vie et grâce à l'écriture, je me suis sortie de situations quand même émotionnellement, hein. Mais malgré tout, il y a encore des cicatrices dans l'inconscient. Donc la feuille blanche, eh ben, je lui confiais toutes ces situations, je lui confiais mon mal-être, je lui confiais les ressentis de mon corps, je lui confiais mes émotions, je lui confiais tout ça. Mon corps, il me parlait et je le traduisais par l'écrire. Et après, une fois que je l'avais écrit, bah voilà quoi, on n'en parle plus, on oublie, on passe à autre chose et on continue nos expériences. Mais ces symptômes d'enfermement, vous m'avez compris, m'ont poursuivi pendant plus de 60 ans comme ça, avant que j'arrive à décoder tout ça. Avant, il a fallu que j'utilise cet oracle qui m'a été quasiment imposé en le voyant sur un salon du bien-être. Et ben, j'ai le premier truc que j'ai fait quand la personne m'en a parlé, ben, je l'ai acheté à peine rentré à la maison, je l'ai commandé. Et je l'ai reçu et j'ai commencé à le travailler. Et là, je le travaille bien entendu à l'écrit parce que vous avez bien compris que c'est un oracle. C'est pas on va se tirer une carte le matin et puis ça va nous faire la journée. Non, non. Celui-là, il mérite vraiment de se travailler profondément. Donc moi, je le travaille à l'écrit. Et grâce à cette expérience sur Compostelle, j'ai pu décoder et me libérer de cette mémoire. En fait, c'est une mémoire transgénérationnelle liée à ma grand-mère paternelle que je ne connais pas, donc je ne connais pas du tout son histoire. Mais elle a certainement vécu une situation d'enfermement. Et le fait de m'en libérer et de mettre les mots dessus sur toutes les situations, alors je vous en ai passé, hein, je vous ai mis les plus importantes, mais il y en a d'autres que j'ai décodées. Et je pense à ce niveau-là pouvoir aussi agir au niveau de mes enfants. Peut-être que je leur ai transmis, certainement même parce qu'on leur transmet plein de trucs, peut-être est-ce que je leur ai transmis cette mémoire d'enfermement aussi dans laquelle ils peuvent se trouver. Alors quand on dit enfermement, ça peut être aussi se couper de ses émotions. Ça fait trop mal, donc on s'enferme dans sa bulle. L'expression, elle est là aussi, je m'enferme dans ma bulle. Des fois, j'aime bien être enfermée dans ma bulle. J'ai un côté très sociable, très joyeux, etc. Mais aussi, j'ai ce côté solitaire où j'aime bien m'enfermer dans ma bulle et je retrouve ça chez mes deux enfants. Donc, voyez que je vous amène ici à analyser si vous vivez une situation particulière. Je vous amène à l'écrire et peut-être à faire ce cheminement pour essayer de voir à quel moment ça vous a provoqué les mêmes émotions, les mêmes sensations corporelles, ça vous a provoqué telle réaction. Peut-être que vous avez une réaction vive sur un événement qui est mineur pour la majorité des gens, mais si vous réagissez comme ça, c'est peut-être qu'en arrière-plan, vous avez vécu des situations qui vous ont amené ce genre de réaction et ça va être d'aller regarder un peu plus en profondeur quelles sont les similitudes, quelles sont les expériences qui ont ce même dénominateur commun de vous faire ressentir cet événement-là. Peut-être cette réaction un peu trop brusque ou le fait que vous êtes coupé de vos émotions ou peu importe ce qui ressort, mais comme moi avec ma situation d'enfermement. Voilà où je voulais vous amener sur ce premier live aujourd'hui. C'était le sujet du moment. Maintenant, si vous avez des questions, je reste ouverte pour vous répondre. Ou des questions, des commentaires. N'hésitez pas, je suis encore là 2-3 minutes s'il le faut pour répondre à vos questions concernant justement, bah là en l'occurrence c'était cette notion d'enfermement que j'ai revécu à plusieurs reprises. D'ailleurs, ça s'est renouvelé aussi, même sur le chemin de Compostelle, quand on s'est arrêté dans un gîte. Alors, on a fait plusieurs gîtes, mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'être enfermée dans un truc bien carré, où il y avait 8 lits, donc, enfin 4 lits superposés dans le dortoir. Il y avait une cuisine, une salle de bain. Après, il y avait tout le confort nécessaire. Mais j'avais l'impression d'être comme dans comment ça s'appelle, dans un container dans lequel on avait pu ranger tout ça. Donc cette situation d'enfermement, encore une fois, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais oppressée là-dedans. Je me sentais pas en sécurité. Je me sentais vraiment enfermée. Ça, c'est autant que c'était le message du moment. À mon avis, Compostelle, ça a été égal enfermement. Travaille sur tes peurs et sur ta peur d'enfermement.
Je pense que c'était ça. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure, mes chers libres, pour un autre sujet. Je ne sais pas encore quoi, mais on verra, je me laisse guider. Belle journée à tous, merci de m'avoir écouté. Si vous m'écoutez en replay, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et je vous souhaite une super belle journée. À très bientôt.